Cette semaine, à Église en sortie, nous recevons Monseigneur Claude Champagne, évêque d'Edmundston au Nouveau-Brunswick, et qui nous parle de la réalité pastorale de son Église particulière. Mais tout juste avant, on vous présente un reportage sur l'histoire et la réalité de la communauté de l'Arche Montréal, ainsi que de l'inspiration de son fondateur, Jean Vanier. Les débuts de l'Arche sont assez particuliers dans le sens où Jean Vanier a commencé par accueillir 3 personnes qu'il a sorties d'une institution et il a fait le choix de vivre avec ces personnes-là. Quand on sait qu'à l'époque, les personnes avec un handicap intellectuel, autant que les personnes qui ont des problèmes de santé mentale étaient dans des institutions. Donc on faisait tout un mélange et puis c'est des personnes qui étaient enfermées dans des institutions. Et naturellement aussi, les traitements aussi n'étaient pas forcément des traitements à la hauteur de ce qu'on pourrait attendre justement pour les êtres humains. Et Jean Vanier, qui est un homme de foi, une personne qui était à la recherche justement et de comment est-ce qu'il pouvait donner à la société, s'engager, il a été frappé justement quand il a visité une institution à l'époque. Et chose extraordinaire, il a fait le choix de prendre des personnes et de décider de vivre avec ces personnes-là dans des conditions très drastiques et modestes. Pour ce qui est de l'histoire de l'Arche Montréal a été fondée dans les années 77 et un petit peu aussi par des personnes qui croyaient aussi en l'humanité et à la nécessité de donner une place aux personnes qui ont un handicap intellectuel. Et naturellement, dans toute fondation, il faut un leader. Et puis nous, c'était une ancienne religieuse, sœur Claudette Lamotte, qui a fondé l'Arche avec un groupe de personnes, des assistants, qui justement ont cru en ce projet-là. Et puis ils ont commencé dans notre premier foyer qui s'appelle l'Esquif. Alors cette année, on va fêter les 40 ans de l'Arche Montréal. Donc c'est dire à quel point. Et on a fait du chemin et puis vous avez vu l'entretien avec Marie-Paul qui est là aussi depuis près de 40 ans. Donc c'est dire que parce qu'à l'Arche, l'une des particularités de l'Arche, c'est qu'on accueille les gens à vie. Les personnes qui sont à l'Arche sont chez elles, donc ce n'est pas des lieux de placement, on n'est pas des prestataires de services, mais on est un milieu de vie partagé entre des personnes qui ont un handicap intellectuel et d'autres personnes qui n'en ont pas. Et nous croyons justement que chaque personne a quelque chose à apporter à l'autre. Chaque personne est utile à notre société. À l'Arche Montréal, nous avons 5 résidences et dans chacune des résidences, nous accueillons 5 personnes avec un handicap intellectuel pour 3 assistants ou intervenants selon l'expression. Et la particularité, c'est que nos intervenants ou les assistants habitent sur place avec les personnes qui ont un handicap intellectuel. Donc, ce n'est pas un milieu de travail. C'est un lieu d'engagement. Donc, ils partagent la vie avec ces personnes-là. Donc, dans nos 5 foyers, on accueille en tout 25 personnes avec un handicap intellectuel. Nous avons l'atelier, l'Alizé, le centre de jour que vous verrez tantôt. Et à l'atelier, justement, on fait de l'art avec les personnes qui ont un handicap intellectuel. Et l'atelier, c'est le lieu aussi où on rejoint la mission de l'Arche qui est de révéler le don avec des personnes qui ont un handicap intellectuel. Et on le fait à l'Alizé à travers l'art. Et au-delà de l'atelier, d'autres services qu'on donne, nous avons un club des aînés qui a lieu 2 jours par semaine, les lundis et les mardis. Et dans ce club, on accueille des personnes, des aînés de 50 ans et plus qui ont un handicap intellectuel et d'autres aînés qui n'ont pas d'handicap intellectuel. Et justement, c'est un lieu d'échange et de fraternité. Et il y a un autre service que nous offrons. Nous avons aussi des possibilités
et de partenariats que nous entretenons surtout avec les collèges à travers un projet que nous appelons Oser la rencontre. Ce projet-là, justement, permet à des élèves du secondaire de venir passer une journée de rencontre avec des personnes de l'Arche, avec des activités, du théâtre, de la musique, et puis des échanges, des témoignages. Et c'est toujours impressionnant de voir et comment la vision de ces jeunes se transforme au terme d'une journée de rencontre avec les personnes de l'Arche. Alors, donc, c'est autant d'activités comme ça que nous menons. En ce moment, nous essayons aussi de promouvoir un projet de répit pour les familles. Parce que, comme je l'ai dit tantôt, à l'Arche, on accueille les gens à vie, ce qui fait que les places ne se libèrent pas facilement. Et nous avons plus d'une trentaine de personnes sur notre liste d'attente. Et là, nous essayons de promouvoir un projet de répit qui va permettre à des familles d'amener leurs enfants qui vont passer du temps, des fins de semaine, ou bien une semaine, ou bien quelques jours justement, pour permettre aux familles aussi de prendre un peu de repos. Alors donc c'est autant d'activités et en dehors de ça, on a aussi des possibilités. On va faire l'annonce de l'Arche, on va rencontrer des écoles, on va parler de l'Arche, ou bien avec d'autres organismes aussi, on entretient différents types de partenariats. Comme dans les traditions de la communauté, habituellement les gens qui voudraient rencontrer la communauté sont invités à venir à ce qu'on appelait à l'époque un souper partage. Donc le souper partage, c'est le dernier lundi du mois et les personnes qui souhaitent découvrir l'Arche sont invitées à venir rejoindre la communauté. Je suis venu à ce souper partage et je me suis senti accueilli par des personnes comme Michel Bouchard, Claude Lavarrière, qui sont des personnes accueillies à l'Arche, qui ont vraiment le don de l'accueil et puis le don de mettre les personnes tout de suite à l'aise dans une rencontre. Et ça m'a touché profondément. Et naturellement, les valeurs spirituelles de l'Arche rejoignent aussi mon cheminement personnel. Et c'est les raisons pour lesquelles, justement, j'ai par la suite fait le choix de venir à l'Arche. Ben, moi, je suis Marie-Paul Villeneuve. Je viens de Pincourt, dans le secteur de l'île Perrault. Ça, c'est dans le coin de 15 minutes de Dorval. Je suis à l'Arche depuis le 12 décembre 1978. J'ai rencontré l'Arche grâce à mon frère. Mon frère avait une amie, puis son amie, elle lui a dit « ma soeur reste à l'Arche », alors c'est comme ça que j'ai connu l'Arche. La vie communautaire, ça, j'aimais ça, parce que c'est des choses qu'on fait tout ensemble. Alors comme l'accueil que j'ai eu, c'est par Robert Kane, c'est lui qui m'a accueilli la première fois. Et pour lui, c'est bienvenue chez nous. Le coup de foudre, c'est pas été... au début, c'était plutôt gênant. Parce que j'étais dans un groupe où on ne connaît pas personne. Donc, c'est plus gênant. Je pense que ce qui m'a aidé, c'est connaître autres personnes. Denis Langelier, je suis le président du conseil d'administration de l'Arche Montréal. En premier, j'ai connu l'Arche Montréal par l'entremise d'une fondation qu'on a au sein de notre cabinet PricewaterhouseCoopers. Donc, on a la fondation PwC, où chaque employé et associé est fortement encouragé de donner une journée de bénévolat par année. Et puis, pour nous et notre personnel, c'est une journée spéciale, importante. Et puis, j'ai eu l'honneur, une année, il y a à peu près 6-7 ans, d'être en charge d'une équipe qui allait aider l'Arche Montréal dans son déménagement de ses bureaux administratifs. Et puis, c'était mon premier contact, vraiment, avec ces gens-là, que j'ai trouvé fort sympathiques. Parce qu'il y avait des personnes accueillies qui essayaient de nous aider dans tout le déménagement. Fait que vous pouvez vous imaginer un petit peu toute la cohue, mais j'ai vraiment vu ce que c'était que l'esprit communautaire, puis la vie communautaire de cet organisme-là. Et puis j'avais été fortement impressionné. Bien, ce qui m'avait touché dans ce déménagement-là, c'est qu'il y avait plusieurs des meubles qu'on déménageait, que c'était des meubles que moi, carrément, j'aurais mis aux poubelles, tu sais, c'était des vieilles choses recyclées. Puis c'est là que ça m'avait touché au niveau des besoins. Ces gens-là avaient peu au niveau des biens matériels, mais étaient heureux, puis vraiment maximisaient l'utilisation de tout ce qu'ils pouvaient avoir, qui venait vraiment de toutes sources.
Et puis là, j'ai réalisé à quel point, moi, personnellement, j'étais chanceux de vivre dans le milieu où je vivais, et puis qu'il y avait vraiment des gens qui avaient besoin d'aide. Fait que ça m'avait été droit au cœur. L'autre chose, c'est que les problèmes de déficience intellectuelle, mais bien souvent, c'est des problèmes c'est pas une cause populaire. C'est pas comme les maladies infantiles où des gens sont fortement touchés. On dirait que les causes de déficience intellectuelle, les gens aimeraient mieux ne pas en parler, puis faire comme si ça n'existait pas, mais malheureusement, c'est très présent dans notre société. Et puis, j'ai réalisé que ces gens-là, il y avait chacun de leur petite personnalité, puis qui était d'ailleurs fort attachante. Et puis, parce qu'à leur parler, tout ça, il aimait rire, il faisait des farces. Et puis, j'ai réalisé que même c'est des gens qui auraient de la misère, qui seraient peut-être incapables de fonctionner de façon autonome dans notre société, bien, en communauté, c'était quand même un milieu de vie très enrichissant pour eux. Puis non seulement ça, mais qu'on pouvait apprendre quand même des choses importantes de ces gens-là. Donc, pour moi, là, ça a été, ça a provoqué plusieurs réflexions, je vous dirais. L'une des éléments qui manque à notre société aussi, c'est qui apporte du tort à notre société actuelle, c'est l'individualité. C'est l'individualité. Nous sommes dans une société dans laquelle on est de plus en plus centré sur nous-mêmes, sur nos besoins personnels et de moins en moins ouvert aux autres. Et il y a beaucoup de situations qui ne font que renforcer cette réalité-là. Et quand on parle de l'évolution de la technologie, on ne communique plus, on ne prend plus le temps de manger ensemble, et on ne prend plus le temps de s'amuser, on ne prend plus le temps de rire ensemble, de petites choses. Et quelque part, on est trop sérieux, disons. Et donc, c'est comme si on tend à devenir une société beaucoup plus autiste, disons. Et entre guillemets, donc plus renfermé. Alors, plus on est renfermé, moins on exprime la joie de vivre. Et contrairement justement à cette société qui est en train de s'implanter dans notre quotidien, l'Arche est comme un contrepoids à cette réalité-là. Parce que dans les foyers de l'Arche, on prend le temps d'être ensemble. On prend le temps de faire les choses ensemble. Et dans le respect de chacun et des capacités de chacun. C'est bien souvent dans notre société, on est plus tourné vers le côté matérialiste des choses. Et puis, les biens matériels, il y en a peu. Puis, c'est pas ça qui incombe. C'est beaucoup plus les amitiés, le partage. Et puis, ça va un peu à l'essence même de peut-être nos valeurs, si on retourne, qu'on avait autrefois, mais qu'on a peut-être perdu malheureusement là, au fil des années. Fait que pour moi, c'est un petit peu là, un retour à la source, si on veut, vers des valeurs plus traditionnelles. Et puis, on dirait que quand je suis avec ces gens-là, j'oublie tous mes problèmes du quotidien. Puis, on focus vraiment sur les individus, sur les gens qui sont avec nous. Puis, on laisse peut-être nos téléphones intelligents de côté, puis nos ordinateurs de côté pour un instant. Puis, je trouve ça rafraîchissant. Par ignorance, il y a des gens qui pensent que c'est des personnes qui sont inutiles à la société. Mais que ce soit à travers l'art, ou à travers la relation, ou à travers leur générosité, c'est des personnes qui nous apportent beaucoup et qui nous apprennent beaucoup. Et j'ai l'habitude de le dire, pour faire la fête à l'Arche, on a besoin de chips et puis de coke et les gens ils sont heureux. On n'a pas nécessairement besoin de vin, de grosses affaires, ou des fromages coûteux, ou des mets particuliers. On commande du poulet, ou du Saint-Hubert, ou du McDonald's. Et les gens ils sont heureux. Mais le coke, il ne faut pas l'oublier. Ça, je ne sais pas pourquoi, mais la plupart des personnes à l'Arche apprécient le coke. Donc, à chaque fête, il faut qu'il y ait du coke. Pour ce qui est de l'art, les personnes avec un handicap intellectuel sont des personnes d'une grande simplicité, en général. Et ça transparaît dans leur dessin. Je vous cite un exemple. Il y a un artiste de l'atelier, Robert Kane, que vous avez filmé. Il aime dessiner des vaches, Robert. Il aime dessiner des vaches et puis en général, il dessine des vaches. Et je pense aussi ce qui touche les gens et la relation parce que les personnes dessinent et puis il y a aussi les accompagnateurs, les assistants aussi qui sont avec les personnes. Et
à travers l'art qui est produit, c'est toujours le résultat d'une rencontre entre l'assistant et puis la personne accueillie justement, qui font quelque chose et puis qui se métamorphosent dans une certaine mesure pour donner un produit qui est là. Et habituellement, les dessins, les tableaux que vous verrez, c'est des tableaux qui sont gais. C'est joyeux. Il y a rarement de la tristesse dans les dessins. Et ça, justement, ça touche fondamentalement le don que ces personnes apportent dans la société. Vous rencontrez une personne avec un handicap intellectuel et vous l'avez sans doute remarqué, ils sont à l'aise. C'est des personnes qui viennent, qui vous posent des questions tout de suite. Qui êtes-vous? Comment vous vous appelez? Est-ce que vous restez pour souper? C'est des personnes qui sont très ouvertes. Elles ne se posent pas des questions existentielles autant que nous, et comme quand on parle de matérialisme. Donc, c'est tout ça aussi qui transparaît avec l'art que ces personnes-là produisent. Et c'est vraiment... Et une particularité aussi, c'est que les tableaux qui viennent de notre atelier, on les utilise pour nos levées de fonds. Si on regarde juste dans les questions de financement, quand on était dans les plus gros besoins, c'est encore des communautés religieuses qui sont venues nous épauler, nous aider. Encore une fois, au niveau de notre modeste siège social, mais c'était quand même un don de l'archevêché, le catholicisme, c'est un peu au fondement de tout ce qui est véhiculé à l'Arche. Fait qu'on ne peut pas nier nos origines. Bien, pour moi, c'est important, c'est la prière. Mais c'est pas juste... Bien, la prière communautaire, pour moi, c'est important. Mais personnellement, moi, j'ai besoin de prière. Donc, je vais à la messe tous les dimanches. Puis, mais la prière, c'est pas juste la prière, c'est même les relations avec les gens, c'est important aussi. Parce que moi, je crois à Dieu. Donc, pour moi, je sais qu'il est là présentement. J'ai appris ça très jeune et je l'ai gardé. Il y a des gens que... Eux autres, au bout d'un certain temps, c'est pas leur place, mais moi, j'ai besoin de ça. Comme les moments forts de la communauté, c'est le jeudi saint, donc le lavement des pieds. On fait ça en communauté. On fait ça à la salle communautaire la plupart du temps. Puis il y a le vendredi saint, qu'on va à la messe de 15 h. Et au foyer La Colombe où je suis, on fait le souper en silence. Donc, le vendredi saint, le souper en silence, c'est important. Cette dimension spirituelle est très, très, très importante. Il est vrai que Jean Vanier, c'est un homme de foi. Et c'est un homme de foi, mais il a eu la sagesse d'ouvrir l'Arche à toutes les confessions. Alors, même si l'Arche a été fondée sur des valeurs chrétiennes, et nous avons des assistants, par exemple, qui viennent, ou bien même des personnes accueillies de différentes confessions religieuses. Donc, c'est là où on se retrouve. Mais ce dans quoi nous nous retrouvons tous, c'est Jean Vanier, il parle dans ses écrits de la spiritualité de la relation. C'est-à-dire qu'une relation qui transforme, une relation qui guérit, et il y a comme quelque chose qui se passe dans ce que nous vivons ensemble. Et dans nos foyers, on exprime la spiritualité au quotidien. Tous les jours après les repas, les personnes prient. Quand on a nos rencontres communautaires, on prie. Et l'un des moments vraiment importants dans nos communautés, c'est le jeudi saint. Parce que le jeudi saint et le lavement des pieds, c'est une symbolique très, très, très importante. Et Jean Vanier nous a demandé vraiment de garder cette tradition-là, qui est inspirée justement de l'esprit de service. Et le service, les uns pour les autres. Et puis on pratique effectivement le lavement des pieds et au sens profond du terme. Et on se lave les pieds les uns les autres. Et la beauté de cette expérience, c'est ce que l'Arche est devenu aujourd'hui. À peu près 135 communautés à travers le monde, dans une quarantaine de pays, dont l'Arche Montréal justement, qui est l'une de ces communautés-là. C'est ça aussi la particularité, c'est pour ça que... Et l'Arche, c'est un organisme qui est né avec une fragilité, et cette fragilité est toujours restée au cœur de l'organisation, autant à travers les personnes qu'on accueille. Et on est un petit peu comme à contre-courant à travers justement la dimension de la fragilité, mais Jean Vanier il nous a appris que la fragilité est une force, ce n'est pas une faiblesse. Et c'est ce que nous apprenons justement à travers cette rencontre avec les personnes qui ont un handicap intellectuel.
Dans cette deuxième partie d'émission, nous allons traiter du diocèse d'Edmundston au Nouveau-Brunswick et pour nous en parler, nous avons avec nous en studio Monseigneur Claude Champagne. Bonjour. Bonjour Francis. Alors Monseigneur Claude Champagne, vous êtes l'évêque du diocèse d'Edmundston. Pouvez-vous nous parler un peu là, de votre diocèse? Comment vous le décririez? Oui, c'est un petit diocèse au nord-ouest du Nouveau-Brunswick, tout près de la frontière du Québec. Il y a 32 paroisses regroupées en 10 unités pastorales. Ça veut dire 45 à 50 000 catholiques dans cette église-là. Moi, j'y suis arrivé il y a déjà près de 8 ans. Une église caractérisée par l'engagement des laïcs. Chez nous, les évêques qui m'ont précédé ont fait vraiment de la promotion du laïcat. On a eu déjà un synode, nous, en 90, et cette année, on prépare le 3e congrès d'orientation pastorale. Et ça donne très bien parce que là, ça prend la couleur de François et de la joie de l'Évangile. Et c'est sûr qu'on s'inspire du document des évêques du Québec sur le tournant missionnaire. Pour une église en sortie. En effet, pour nous, une église plus rayonnante, plus missionnaire. Alors, c'est évident que ce thème-là... Et il faut dire que chez nous, moi, je suis arrivé là d'abord comme personne ressource, parce qu'on creusait déjà cette question de l'évangélisation. Et j'étais allé donner des choses. Alors, cette question-là, ça fait des années qu'elle est travaillée dans le diocèse d'Edmundston. Alors, l'arrivée du pape François venait appuyer tout ce travail qui était fait. Alors, c'est évident que cette année, on a commencé par une grande tournée de toutes les unités pastorales. On a demandé aux gens de quoi êtes-vous fiers dans votre communauté. Intéressant, parce qu'il y avait des choses positives à relever partout. Et on se disait, on peut partager ça avec les autres communautés. Et ensuite, on leur a dit... Mais justement, quelles seraient ces caractéristiques, là, ces beautés là, de votre diocèse? Bien, des fois, l'accueil. Beaucoup l'engagement social chez nous, parce que j'étais surpris, mais je suis arrivé là, il y a un comité diocésain de la justice sociale. Et beaucoup de paroisses ont leur propre comité. Donc, une attention aux défavorisés puis aux démunis du milieu, c'est déjà très présent. Nous avons des équipes d'animation pastorale. Ça veut dire qu'un prêtre n'est jamais nommé seul dans une communauté. C'est une équipe à l'intérieur de laquelle il y a un prêtre modérateur. Donc, les prêtres sont appuyés, on partage les tâches. Et ça, c'est avant que j'arrive. On a poursuivi ces réalités-là. Donc, beaucoup de gens qui se donnent pour la vie de l'Église et sa mission. Vous avez mentionné les prêtres. Est-ce que vous avez des communautés religieuses? Chez nous, on a quelques eudis qui sont encore avec nous et des membres des Voluntas Dei. Ils n'ont peut-être pas été fondés chez nous, mais puis il y a eu un temps, c'était l'évêque d'Edmundston qui était comme le protecteur de cet institut. Alors, on a un certain nombre de prêtres et de laïcs, membres de l'Institut Voluntas Dei. Alors, c'est les deux groupes qui sont les plus présents. Il y a déjà eu des oblats autrefois, mais après 40 ans après leur départ, je reviens, moi, comme oblat. Ouais. Parce que vous êtes justement un religieux, membre des Oblats de Marie Immaculée. Exactement. Vous avez été professeur aussi à l'Université Saint-Paul. Pendant une vingtaine d'années, oui. En missiologie, vous êtes un spécialiste justement de la mission. Pouvez-vous, justement, vous avez parlé un peu dans votre diocèse, ce tournant missionnaire. Quels sont les grands axes, là, selon vous, justement, de cet élan missionnaire qui doit être appliqué dans les églises en Occident, mais comment vous les appliquez, vous, personnellement, dans votre diocèse? Bien, je dirais la proximité. La proximité, l'écoute, le respect puis l'amour des gens. Hein? On est appelé à être avec beaucoup de gens qui ne sont pas des gens d'Église. Comment on les accueille? Et ça, je pense que c'est très important. Comment est-ce qu'on écoute les choses qu'ils vivent avant de pouvoir dire une parole signifiante, reliée au message qui est le nôtre? Alors, c'est que ces questions-là, on les a vues. Les dernières années, notre thème était se faire, comme Jésus, se faire proche des gens, se faire proche des pauvres. Alors, ça a été des éléments importants déjà qui vont revenir dans le congrès d'orientation qu'on aura cette année. J'imagine dans ce congrès, vous allez faire face à certains défis peut-être qui vous touchent particulièrement. Pouvez-vous nous parler un peu des défis là, sur lesquels que vous aimeriez c'est-à-dire que c'est sûr que chez nous, le défi des jeunes, hein, comme un peu partout ailleurs, les jeunes sont très peu présents et comment les rejoindre? Comment assurer l'animation des communautés? Moi, j'ai dit, écoutez, il n'est pas question de mettre fin à la vie des communautés qui sont vivantes et rayonnantes. Si les communautés ont les ressources humaines et financières,
on les soutient. Mais je n'aurai peut-être pas toujours un prêtre pour les servir. Parce que chez nous aussi, il y a eu quelques ordinations, mais c'est souvent des gens en milieu de carrière ou des jeunes retraités. Il n'y a pas eu de jeunes en formation qui pourraient venir rajeunir notre groupe. Hein. J'ai des prêtres dans la quarantaine, mais on n'a pas de jeunes comme tels. Alors ça, c'est un défi. On a un prêtre international exceptionnel. On ne sait pas encore, est-ce qu'on va aller de ce côté-là? Jusqu'à date, les gens chez nous n'ont pas été très ouverts au diaconat permanent. Bon, comme j'ai des grands amis, moi j'ai travaillé pour le diaconat permanent à Ottawa, à Yarmouth puis à Halifax. Mais en même temps, c'est important qu'un diacre permanent soit accueilli par les prêtres et par l'ensemble des membres de la communauté. Tant que je n'aurai pas l'assurance de cet accueil, on n'ira pas dans ce sens-là. Donc, si ça vient comme une proposition de la communauté qui va être regroupée, on peut le considérer. Pour le moment, on n'est pas là encore. Alors, pour nous, c'est plutôt les laïcs qui prennent en main la vie de l'Église chez nous. Et quelles sont vos intuitions peut-être pour faire face justement aux défis que vous venez d'énumérer? Bien, c'est-à-dire qu'on veut équiper. Hein? Il y a eu beaucoup chez nous l'école de la foi, une école de formation pastorale jusqu'à dernièrement. Donc, ce qui fait que ceux qui sont engagés en Église maintenant ont reçu une formation. Évidemment, on est loin des grands centres. Il n'y a pas de faculté de théologie ou d'institut pastoral chez nous, mais on a eu des personnes ressources, puis à chaque année, on donne des jours de formation pour nos gens. Hein? Alors ça, on va sûrement revenir comment on forme nos gens pour assumer le leadership dans nos communautés. Puis, on a toute l'approche biblique chez nous. Dans les dernières années, on a des groupes qui étudient la parole de Dieu pour en faire leur nourriture quotidienne et faire des groupes de partage. Alors ça fait 4-5 ans, et de fait, la réponse est très bonne. Il y a une foule de gens intéressés à cette question-là. Et quels sont vos espoirs, là, peut-être à moyen terme, là, pour votre diocèse? Bien, je ne connais pas l'avenir. Hein. Moi, je disais, le congrès d'orientation pastorale va me donner le programme pour mes 5-6 dernières années. Je serai rendu au temps de passer le flambeau à quelqu'un d'autre. Écoute, j'aimerais laisser à celui qui viendra après une Église qui est vivante et rayonnante, où la dimension missionnaire, elle est encore plus vivante. Je pense qu'elle est déjà chez nous, mais qu'elle sera plus vivante dans l'avenir. Bien, alors, Monseigneur Claude Champagne, évêque d'Edmundston au Nouveau-Brunswick, merci beaucoup de nous avoir accordé cette entrevue aujourd'hui. Merci beaucoup. Voilà, c'est tout pour cette semaine. N'hésitez pas, si vous avez des questions ou commentaires, vous pouvez m'écrire à l'adresse qui apparaît à l'écran. Revenez-nous la semaine prochaine pour un autre épisode d'Église en sortie.